Vous suivez l'actualité de très près, comme tout le monde, je suppose, en particulier puisque vous êtes des futurs professeurs d'histoire, et vous voyez le climat délétère sur le plan politique dans lequel on se trouve depuis plusieurs années, puisque ça a conduit à la candidature de Donald Trump aux États-Unis. Vous avez encore entendu ses propos particuliers hier, puisqu'il a dit que c'était pas évident du tout qu'il allait reconnaître l'élection d'Hillary Clinton, qu'il allait voir, bon. Et vous entendez régulièrement, je vous l'ai déjà dit dans d'autres leçons d'ailleurs, le tour que prennent les discours concernant la préparation des élections pour la primaire de la droite et du centre pour le mois de novembre. Donc elle va arriver, les deux élections ont lieu toutes les deux dès le mois de novembre, que ce soit en France ou aux États-Unis. En France, ce sont simplement des primaires. Et donc, on se rend compte que le climat n'est plus du tout le même que celui, moi, que j'ai connu quand j'étais plus jeune, à 40 ou 50 ans, où là, les partis politiques tenaient un discours qui était toujours de plus en plus vers la gauche. Maintenant, les partis politiques tiennent un discours qui va de plus en plus vers la droite et vers la droite extrême. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle l'idéologie dominante. On est passé d'un système où il y avait la social-démocratie qui dominait, le système de l'État-providence, à un système maintenant où tout est en voie de privatisation, mais il y a aussi ce climat également de conservatisme. Donc ce n'est pas seulement une question économique, c'est que les mentalités, en tout cas telles qu'on les oriente, par les médias entre autres, s'orientent, donc se dirigent de plus en plus vers des discours sécuritaires, conservateurs, de retour vers les valeurs anciennes. L'objectif de mon cours, vous le voyez, c'est d'essayer de retourner aux racines, mais quand je dis les racines au milieu du XXe siècle, parce qu'on pourrait remonter évidemment beaucoup plus loin dans le XIXe siècle, les racines de ce discours conservateur, paternaliste, sécuritaire, et c'est la raison pour laquelle je vais donc m'attacher à un survol, je dis bien, d'un aspect particulier de cette période trouble de la Deuxième Guerre mondiale, plus particulièrement dans ce qui fut une démocratie, à ce moment-là, la France, entre 1940 et 1944. J'ai entendu récemment, mais c'était une interview ancienne qui remontait au début du XXIe siècle, un grand historien français, Emmanuel Leroy-Ladurie, dont le père lui-même avait été ministre de l'Agriculture sous Vichy, et qui après la guerre lui-même, je parle du fils, l'historien était devenu communiste, il a abandonné le Parti communiste français en 1956 au moment de l'affaire de Hongrie, de Budapest, mais enfin, il expliquait que s'il n'y avait pas eu l'occupation allemande, il n'y aurait pas eu Vichy. Alors moi, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il n'y aurait pas eu Vichy. Effectivement, Vichy n'aurait pas existé sous cette forme-là, aussi radicale, avec effectivement cet arrière-fond, mais très présent, qui était l'occupation allemande. Ça, il n'y a aucun doute, il a raison de ce point de vue-là. Mais il y avait très certainement en France, à la fin des années 30, un courant d'extrême droite, de la droite conservatrice, qui était devenu puissant et qui avait déversé d'ailleurs toute sa haine contre le Front populaire qui avait été mené par Léon Blum entre 1936 et 1938. Et donc, la France était préparée à l'installation du régime de Vichy. Un petit rappel.
Au mois de juin, en mai-juin 1940, l'Allemagne envahit le Benelux, puis la France. Le 22 juin 1940, la France est battue, signe l'armistice avec l'Allemagne, et dans les cadres de la convention, entendons-nous bien, il s'agit d'une convention imposée par l'Allemagne, une partie importante du territoire français est occupée. Autrement dit, le nord, le centre et la côte atlantique sont occupés par l'armée allemande. Reste une région qui se trouve dans le centre-sud et alors le long de la Méditerranée, qui correspond en gros, je dirais, à peut-être un peu plus d'un tiers de la France, puisque c'est le sud-est en fait, où s'installe un régime que l'on appelle le régime de Vichy, parce que la capitale qui va être choisie pour ce résidu de France est établie donc dans cette ville d'eau, qui est la petite ville de Vichy. Voilà, donc quand on parle du régime de Vichy, en fait, c'est le régime de la France dite libre, en tout cas jusqu'en 1942, puisqu'après toute la France va être occupée par l'Allemagne, après le débarquement des Anglo-Américains en Afrique du Nord. Et voilà, ça c'est pour le contexte général. Donc le 22 juin, l'armistice est signé. Une grande partie, enfin une partie conséquente de la France est occupée par l'armée allemande, par la Wehrmacht. Et au mois de juillet, l'Assemblée, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, décide, mais donc volontairement, donc c'était un acte libre, de se saborder en tant qu'institution démocratique et d'accorder tous les pouvoirs au maréchal Pétain, qui, dès lors, va cumuler la fonction de chef de l'État, il n'y a plus de président d'ailleurs de la République française, il n'y a plus de république, on n'est plus dans une république, on est dans un régime, dans un État qui s'appelle l'État français, jusqu'à l'été 1944. Le maréchal Pétain, donc, qui était un héros, enfin entre guillemets, on parlait de héros, c'est en tout cas comme ça qu'il a été vécu, parce que la propagande s'y appliquait, mais en tout cas c'est un général qui a gagné la bataille de Verdun, donc en 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Les héros, ce sont évidemment les soldats qui étaient sur le terrain et qui se sont fait pour beaucoup charcuter. Mais enfin, il était donc un des chefs glorieux de la Première Guerre mondiale. C'est à la suite de quoi il est d'ailleurs passé du grade de maréchal à un titre honorifique en France, qui est celui de maréchal, comme le maréchal Joffre, comme le maréchal Foch, par exemple. Donc c'est un titre très rare, qu'on accorde en France que dans des circonstances très particulières. Il n'y a plus de maréchaux en France, par exemple, pour l'instant. Le dernier maréchal qui a été nommé, c'est à titre posthume, c'est le général Koenig. Et bien après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le maréchal Pétain donc, va cumuler les fonctions de chef de l'État, donc de chef de l'exécutif, mais aussi du pouvoir législatif. Donc on n'est plus du tout dans la théorie de Montesquieu, telle qu'il la développe en 1748 dans l'Esprit des lois, donc de séparation des trois pouvoirs, qui, à ses yeux, était la condition nécessaire pour
qu'un pays fonctionne d'une manière pas démocratique, parce que ce n'est pas le projet de Montesquieu, mais d'une manière équilibrée, ce qui n'est pas la même chose. Et quant au pouvoir judiciaire, on va voir que très rapidement, même si le maréchal Pétain n'a pas la main directement sur le pouvoir judiciaire, il n'en demeure pas moins que les lois qui sont décidées par le gouvernement de Vichy devront être suivies par le pouvoir judiciaire. Voilà, ça c'est pour le premier point que je voulais développer, c'est-à-dire l'installation du nouveau régime. Les caractères du nouveau régime ont déjà été anticipés lorsque j'ai parlé de l'idéologie réactionnaire qui est en train de s'imposer dans beaucoup de pays en Europe, aux États-Unis aussi. Par exemple, pensez à la Hongrie de Viktor Orban pour l'instant, mais il y a d'autres pays d'Europe où ça se passe de la même manière. Eh bien, ce régime politique qui se met en place en 1940 en France, c'est un régime qui est donc autoritaire, répressif, paternaliste, conservateur. Donc ce sont les caractéristiques de ce régime. Donc je répète, un régime donc autoritaire, conservateur, paternaliste et répressif. Dès que Pétain est au pouvoir, un certain nombre de décisions, de lois que j'ai indiquées vont être prises entre le mois de juillet et le mois d'octobre. Vous voyez qu'il est question donc de décrets sur l'emploi public, je précise, et décrets également sur les administrations urbaines et départementales. Ça veut dire quoi tout ceci? Bien, ça signifie que l'administration publique va être épurée et que lorsque l'on va recruter des fonctionnaires, on veillera bien à ce qu'ils répondent aux critères idéologiques et politiques qui sont ceux du régime. En ce qui concerne maintenant les administrations urbaines et les administrations donc départementales, quand je dis les administrations urbaines, en fait ça part déjà des... Peut-être que le terme était exagéré quand je dis urbaine. En fait, il s'agit des municipalités comprenant plus de 2000 habitants. Donc les petites villes, si vous voulez. À partir des petites villes, évidemment, pour les grosses, la question ne se pose même pas. Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que les conseils municipaux et les conseils généraux, c'est-à-dire l'équivalent du législatif dans le cadre départemental, donc les conseils généraux, sont supprimés au profit de commissions administratives sous l'autorité du préfet. Le préfet, c'est l'équivalent en Belgique d'un gouverneur de province, autrement dit, c'est le représentant du pouvoir central dans les départements. Tout cela, donc, détruit véritablement la possibilité pour la population d'exprimer démocratiquement ses aspirations politiques. Il n'y a donc plus de parti, c'était donc comment dirais-je, une revendication à la fin des années 30 des partis d'extrême droite, des partis non démocratiques, de supprimer donc justement les partis.
savez qu'il y aura une survivance, un héritage à cette idée, c'est que lorsque le général de Gaulle fonde la Ve République en 1958, c'est aussi parce qu'il estime qu'on est dans un régime parlementaire de parti et que par conséquent, ce régime parlementaire de parti ne permet plus, suite à ses yeux, aux magouilles, aux acoquinements entre les directions des différentes tendances politiques, de tenir compte de l'expression véritable de la population. C'est la raison pour laquelle, en 1962, le président de la République française, à savoir lui-même, à ce moment-là, va être élu au suffrage universel. Et à l'heure actuelle, vous savez que la grande préoccupation des Français, et plus particulièrement des milieux politiques, dès le début d'un quinquennat, c'est l'élection présidentielle qui va suivre. On ne parle plus que de cela. Toute la vie politique en France tourne autour de l'élection présidentielle, ce qui nous étonne un petit peu en Belgique, puisque nous sommes dans un système de particratie. Vous savez qu'il y a beaucoup de partis qui sont membres du gouvernement et qui, dans le cadre d'une coalition, définissent un programme pour les 4 ans qui vont suivre. En France, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ça c'est actuellement. Je crois qu'il est nécessaire de faire des allers-retours réguliers entre le passé et le présent, puisque c'est le passé qui explique le présent. Donc, il y a des commissions administratives qui, dans les municipalités de plus de 2000 habitants, décident, ou plus exactement, exécutent les décisions du pouvoir central, surveillé en cela par le préfet du département. D'ailleurs, un niveau supérieur de pouvoir, ou plutôt intermédiaire, entre les préfets de département et le gouvernement central va être installé, ce sont les préfets de région. Et curieusement, ce sont les socialistes qui ont, en son temps, réinstaller le système des régions, dans un autre cadre bien entendu. Vous savez que ces régions ont d'ailleurs fusionné récemment, l'an passé en 2015, ou début 2016, maintenant je ne sais plus très bien, mais enfin il y a quelques mois, il y a eu des fusions de régions. Donc, ça c'est donc pour les municipalités de plus de 2000 habitants. En dessous de 2000 habitants, il y a toujours des maires, il y a toujours un conseil municipal. Et comme vous le savez, l'opinion publique ne se détermine pas, et les décisions politiques ne se déterminent pas au niveau important, je veux dire au niveau des villages, mais ça se décide essentiellement au niveau d'agglomération urbaine. C'est là que l'opinion publique se fait. Mais effectivement, le régime de Vichy repose, c'est un régime conservateur qui repose sur, j'allais dire, l'idéologie ruraliste. On considère que le vrai esprit de la France profonde, c'est la France des campagnes, c'est la France rurale. Donc il y a une logique, il y a une cohérence derrière tout cela qui permet de légitimer un pouvoir fort, central, qui est celui du maréchal Pétain, qui concentre véritablement tous les pouvoirs entre ses mains. Maintenant, sur le plan judiciaire, la justice est prise en main par le régime. Il y a une véritable épuration du personnel de justice qui est faite, donc au niveau des magistrats, qu'il s'agisse des magistrats du siège ou de la magistrature debout, donc ce n'est pas seulement les juges qui sont concernés, c'est aussi également, donc, et surtout, j'allais dire, surtout les procureurs de la République, donc, qui sont renouvelés s'ils ne correspondent pas à l'image qui est déterminée par le régime de Vichy. Alors, quels sont les ennemis
aux yeux du régime de Vichy, et ce sont donc d'abord ces gens-là qui vont être visés dans la fonction publique, ce sont les Juifs, très rapidement, qui sont évacués de la fonction publique, les francs-maçons, évacués, parce qu'ils sont considérés comme les fossoyeurs de la France profonde. Ils représentent en fait, aux yeux du régime de Vichy, les magouilles parlementaires qui ont conduit la France à la défaite. Il y a bien entendu aussi les communistes, les syndicalistes de gauche. Donc vous voyez que tous ceux qui dérangent et sont susceptibles, ce qu'ils auraient fait sans doute bien sûr, de ne pas transmettre en tant que courroie de transmission, donc, les ordres du gouvernement central sont évacués de la fonction publique. Ce sera le cas aussi d'ailleurs pour les enseignants, donc, la même chose. Si vous aviez le malheur d'être juif, d'être franc-maçon, voilà, il y a d'ailleurs des listes de francs-maçons qui étaient publiées dans des journaux, des hebdomadaires spécialisés. Voilà, ça a tourné une véritable paranoïa. On voyait comme ça des francs-maçons, des juifs, des communistes un petit peu partout. Des tribunaux, donc des juridictions spéciales, ont été mises en place. Parmi ces juridictions spéciales, il y a au sommet la Cour suprême de l'État. Alors, la Cour suprême de l'État, elle est là pour épurer justement et condamner tous les ennemis du régime. Mais les ennemis idéologiques et politiques, je dis bien. Il y a ensuite le tribunal d'État qui est chargé de veiller à ce que l'ordre intérieur, la paix publique soit respectée, mais vous savez qu'au nom de cette thématique, on peut enfermer beaucoup de gens dans le tribunal répressif. Vous avez également des tribunaux spéciaux pour les résistants. Vous avez donc toute une série de juridictions, comme aussi les cours martiales. Nous sommes en pleine guerre, il ne faut pas l'oublier. Et aussi les tribunaux de la milice qui faisaient véritablement régner la terreur. Ils ont été installés tout à fait à la fin de la guerre en 1944. Alors c'était quoi la milice? C'était en fait des groupes paramilitaires ou parapoliciers, si vous voulez, qui traquaient les résistants et qui faisaient vraiment régner la terreur en ville, dans les campagnes. Quand on voyait arriver la milice, c'était vraiment la panique. La milice, c'était, n'oubliez pas, n'oubliez pas, mais vous ne savez peut-être pas, c'était donc des fascistes français, des vrais fascistes, qui collaboraient franco, si je puis dire, avec l'occupant allemand, avec les nazis. Ils étaient le relais, d'ailleurs, mais ils y croyaient. Ce n'était pas simplement des valets, c'était des valets, oui, mais ils croyaient, ils étaient persuadés que le maréchal Pétain et Laval avaient permis, grâce à ce que l'on appelait à l'époque la Révolution nationale, de régénérer le pays grâce à toute une série d'autres mesures que je vais détailler dans quelques instants. Vous avez vu au tableau un certain nombre de choses que j'ai notées, et vous voyez qu'en 1944, la police va se mettre au service quasi exclusif d'ailleurs de l'occupant
Alors, maintenant, on va passer justement à cette police à l'époque de Vichy. Alors, cette police, là aussi, vous imaginez que le personnel est trié sur le volet. Vous savez peut-être, en tout cas j'espère que cette police française en 1942 a participé au rassemblement des Juifs parisiens dans le Vélodrome d'hiver, le Veldiv, contribuant ainsi à j'allais dire, oui, c'est pas l'exil, c'est bien plus que ça, la déportation des Juifs français vers, dans un premier temps, des camps de concentration, et puis très rapidement, vers des camps d'extermination. Alors, bien entendu, il y avait parmi les policiers des gens qui savaient à l'avance ce qui allait se passer et qui ont été prévenir des familles juives. Mais l'institution policière elle-même a participé donc à ce système. Vous savez qu'à Bruxelles, par exemple, à la même époque, la police a refusé de participer, donc, en tout cas aussi systématiquement qu'en France, à cette déportation. On peut d'ailleurs distinguer un comportement qui n'est pas tout à fait similaire entre la police bruxelloise et la police anversoise. Donc, je continue. Et donc, cette police a une fonction essentiellement répressive. Cette police est centralisée. Là aussi, les polices municipales qui pouvaient exister dans les grandes villes de plus de 20 000 habitants, eh bien, les polices municipales disparaissent au profit d'une centralisation, donc par définition unique, dans les grandes villes. Si vous pensez par exemple à Paris, à Lyon, à Marseille, il y avait des arrondissements dans toutes les grandes villes françaises. Eh bien, dorénavant, toutes les informations sont centralisées. Pas seulement les informations, mais aussi les décisions. Vous savez qu'en Belgique, suite à l'affaire Julie et Mélissa, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, il y a 20 ans, je crois, c'était en 1996, si mes souvenirs sont bons, il y a eu une réforme des polices visant là aussi à pas seulement une harmonisation et à des échanges d'informations entre, à l'époque, la gendarmerie et les polices communales, mais il y a eu une véritable centralisation, au point qu'à l'heure actuelle, il y a une femme d'ailleurs, une commissaire générale qui chapeaute l'ensemble des polices. La gendarmerie a été intégrée dans la police. Vous avez maintenant une police fédérale en Belgique, qui n'existait pas auparavant. Et il y a des polices locales, effectivement, autre niveau de pouvoir, mais rassemblées dans le cadre de zones de police. Donc il y a eu un effet également de centralisation, donc il y a une vingtaine d'années. Parallèlement à cela, ou plutôt parallèlement, parce que je crois qu'il faut faire sans arrêt des allers-retours entre le passé et le présent, ce sera un des héritages, et j'y reviendrai dans ma conclusion, qui sera repris sous la 4e République, donc juste après la guerre, à partir de 1946 jusqu'à 1958, cette idée de centralisation des polices sera reprise donc par la 4e République. Donc Vichy a laissé des traces, quand vous pensez qu'il y a encore un certain nombre de lois de l'époque de Vichy qui sont toujours d'application en France. Donc ce n'est pas un régime qui a été complètement balayé, même si évidemment toutes les lois très clairement autoritaires et répressives ont été abrogées, bien entendu, par le gouvernement provisoire chapeauté par le général de Gaulle en 1944.
libération. Mais enfin, le régime de Vichy a laissé des traces qui ne sont pas seulement idéologiques et politiques, comme on le voit avec le Front National en France, le parti de Marine Le Pen, qui, comme vous le savez, a une audience très large, qui correspond un peu plus qu'à 20% des votes émis, et qui constitue donc une menace très sérieuse pour le deuxième tour des présidentielles en France, mais qu'il y a eu également des lois qui ont été décidées au moment de Vichy et qui ont été encore d'application. Je vous dis, en particulier la centralisation de la police. Ça, c'est resté. Alors, nous allons passer maintenant à un autre aspect du régime de Vichy, à savoir l'économie. Alors, vous voyez que l'économie, je l'ai placée en numéro 4. Ce n'est pas par hasard, parce qu'au départ, le plus important, l'outil immédiat dont a besoin un pouvoir, c'est d'abord d'avoir l'administration à ses bords. Parce que ce sont eux qui exécutent au quotidien sur le terrain les décisions du pouvoir central. Ensuite, je vous ai parlé de la justice, bien entendu, et de la police, autrement dit des organes de répression de l'État. C'était essentiel pour ce régime dictatorial, parce qu'il s'agit bien d'une dictature. Alors, on peut discuter quant au caractère franchement fasciste ou pas du régime de Vichy. Pour moi, c'est un régime fasciste, mais bon, beaucoup préfèrent utiliser l'expression régime autoritaire et conservateur. Ça peut se discuter effectivement. Mais alors, il y a l'économie. Parce que vous savez que l'économie, c'est quand même ce qui fait fonctionner la machine. Alors, l'État vichiste, l'État pétainiste, est un État en gros dirigiste. Pas tout à fait, hein? Pas tout à fait. Mais enfin, c'est un régime qui, en gros, tient à avoir la mainmise de loin sur l'économie. On est dans une économie de marché, mais enfin l'État tient quand même à superviser le tout. Et en particulier, réprime par des tribunaux particuliers le marché noir. Mais l'État a des liens très étroits avec l'occupant, et des commandes sont passées auprès de grandes firmes dans le cadre d'une collaboration économique. Vous savez peut-être que L'Oréal, c'est une entreprise qui appartient à la famille Bettencourt. On en a beaucoup parlé à propos de, vous vous souvenez, d'enveloppes qui ont été données à Nicolas Sarkozy ou à Wurtz, son ministre justement d'économie ou du budget. Et eh bien, la famille Bettencourt, donc L'Oréal, a participé de cette collaboration économique. Alors, je ne dis pas que c'est pour autant que vous ne devez plus acheter des produits L'Oréal, mais enfin, c'est quand même intéressant de savoir que la fortune d'un certain nombre de grandes sociétés s'est faite pendant la guerre, ou en tout cas s'est renforcée pendant la guerre. Pensez aussi, évidemment, à Volkswagen. Alors là, on est en Allemagne, à Volkswagen, à Porsche, à Siemens. Ce sont évidemment toutes des entreprises qui ont collaboré avec l'État nazi. Et je ne parle pas de Ford aux États-Unis, qui, avant la guerre, subventionnait le parti nazi. Mais c'est des choses qu'il faut savoir, parce que ça a été longtemps occulté, on n'en a pas parlé. Et je vous ai parlé ici de L'Oréal, mais il y en a bien eu d'autres, des sociétés qui ont fait leur beurre pendant la guerre. Donc, dirigisme tempéré de l'État,
Et ceci va nous amener directement au problème de la gestion du personnel ouvrier, du personnel employé dans les entreprises. On va passer maintenant aux bases idéologiques du système. Donc je me suis attaché donc, dans un premier temps aux institutions. Je m'attache maintenant à un autre aspect, je dirais, de la superstructure de cette société pétainiste, à savoir les bases idéologiques. J'ai repris les trois termes qui apparaissent dans la devise de l'État français, à savoir travail, famille, patrie, devise qui a remplacé en 1940 la devise que vous connaissez bien et qui a été remise à l'ordre du jour lors de la libération en 1944, liberté, égalité, fraternité. Voilà, liberté, égalité, fraternité. Bien sûr. Alors, travail, famille, patrie. Dans cette devise se trouve résumé l'essentiel du programme de Vichy. Tout d'abord, le travail. Parce qu'un régime politique se construit toujours dans le cadre d'un rapport de force entre des classes sociales. Un régime politique, par définition, et ça je crois que tout le monde en est tout à fait conscient, même si tout régime prétend travailler au bien du peuple, n'est jamais neutre. Il y a des orientations, et dans ce cas-ci, des orientations très marquées à l'extrême droite. Le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les entreprises, et vous voyez que le 4 octobre 1941 est élaborée la charte du travail. La charte du travail, en fait, c'est un document typique des régimes corporatistes, tel qu'on en trouve dans le régime de Salazar dès les années 20. La semaine passée, vous vous souvenez que vendredi passé, j'ai fait un cours, une leçon sur l'histoire politique du Brésil. Je vous ai parlé du régime de Vargas, qui se met en place, mais d'une manière un petit peu déguisée entre 1930 et 1937, alors qu'en 1937 jusqu'en 1945, la couleur est claire. Il s'agit d'un régime, de nouveau à mes yeux, fasciste, même si il y a des Brésiliens qui considèrent que c'est plutôt un régime populiste que le gétulisme, ou un régime typique de situation politique qu'on a trouvé en Amérique latine, ce qu'on appelle le caudillisme, où il y a un leader populaire qui dirige le pays. Enfin, pour moi, il s'agit d'un régime fasciste, très clairement. En tout cas, c'est une dictature, à n'en pas douter. Donc, que ce soit au Portugal, au Brésil ou en Espagne, à partir de 1936-37, quand Franco va installer son régime, en 1939 définitivement, si vous prenez le cas de Mussolini, à partir de 1922, mais surtout à partir de 1926, quand le fascisme détient toutes les clés de commande et complètement au pouvoir en Italie, eh bien, ces régimes sont des régimes corporatistes, c'est-à-dire que l'on supprime les syndicats, parce que les syndicats constituent une menace pour l'ordre établi, pour les patrons. N'oubliez pas que le régime de Vichy repose sur la classe possédante, et c'était d'ailleurs une des demandes du patronat dès que le Front populaire s'est installé, donc dès 1936, et surtout lorsque la revanche va pouvoir se mettre en place à partir de 1938, et donc dès avant la guerre, c'était d'en finir avec ces syndicats qui étaient des empêcheurs de tourner en rond, qui étaient à l'origine des grèves, et qui empêchaient de faire les profits que l'on voulait, ayant constamment cette contestation dans la rue, ou ces arrêts de travail dans les usines.
Donc, les lois du Front populaire sont abrogées, bien qu'un certain nombre de lois sociales aient été prises à l'époque du régime de Vichy, mais entendons bien, ce sont des lois sociales, parce qu'il faut quand même un soutien populaire, on ne peut pas gouverner complètement contre la classe ouvrière, mais ce sont toujours des lois de type paternaliste, bien entendu. Donc des comités sociaux d'entreprise sont mis en place, donc dès le mois d'octobre 1941, qui regroupent à la fois des patrons et des ouvriers ou des employés, mais où le rapport de force est très nettement du côté des patrons, donc c'est eux qui ont le dernier mot. Autrement dit, ces comités sociaux d'entreprise sont des paravents, des cautions au régime de Vichy pour dire qu'il est populaire, qu'il a une base populaire, et surtout, cela sert de soupape de sûreté, je dirais, dans les entreprises, à la suppression de la mise en place d'un certain nombre de lois qui avaient été mises en place dès juin 1936. En particulier les conventions collectives du travail, les CCT, qui sont mises en place à la même époque en Belgique d'ailleurs, à côté des congés payés et de la journée des 8 heures. Alors, le travail tel qu'il est conçu par le régime de Vichy est donc un élément qui est central sur le plan verbal, au niveau du discours, mais les questions de travail, il n'est pas question de travailleurs. Il faut bien distinguer les deux. Il n'est pas question de travailleurs, donc c'est travail, mais c'est travail dans un certain cadre. C'est travail par opposition, c'est sous-entendu, à grève, vous comprenez bien. Donc c'est travail dans son sens conservateur. Donc on est bien dans un régime corporatiste, et l'objectif de ce régime corporatiste, qui met dans le même ensemble les comités sociaux d'entreprise, les employés, les ouvriers, c'est-à-dire les travailleurs au sens où on l'entend traditionnellement, les cadres et les patrons, ne vise qu'à une seule chose, c'est la concorde de classe. La concorde de classe, c'est donc une notion qui est l'inverse, par définition, de son contraire, qui est la lutte des classes. Donc le régime de Vichy veut éradiquer donc, tout ce qui a pu se passer depuis 1936. Le régime de Vichy est donc anticommuniste, farouchement anti-bolchevique, puisque des troupes vont être recrutées en France pour aller se battre sur le front russe contre les bolcheviks, puisque c'est le terme qui a été utilisé à cette époque-là. Alors, deuxième valeur, entre guillemets, qui est mise en évidence, c'est la famille. La famille est institutionnalisée. La famille constitue donc le cœur ou le pilier, je dirais, central dans la propagande de Vichy. Je vous ai dit tout à l'heure que le régime de Vichy est autoritaire, paternaliste, conservateur, et se base essentiellement sur la France profonde, la France des campagnes. Autrement dit, cette France qui a très mal vécu la révolution industrielle, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, le régime de Vichy est un régime qui est anti-ouvriériste et qui se base sur les paysans. Donc la famille, c'est un moyen également de
s'opposer aux partis politiques qui gouvernaient la France avant 1940, c'est très clairement une manière de s'opposer à l'idéologie libérale, à l'idéologie socialiste, qui était aux yeux de Vichy des politiques de type individualiste, qui mettaient l'individu, en tout cas pour les libéraux ou les radicaux, au centre des préoccupations. Avec la famille, on retourne dans le cadre d'une idéologie, je dirais, traditionnelle, de la vieille France traditionnelle. Donc, il faut avoir beaucoup d'enfants. Donc, il y a une politique nataliste qui vise à mettre en évidence les familles nombreuses, qui reçoivent d'ailleurs des allocations particulières et proportionnelles, plus que proportionnelles quand on a beaucoup d'enfants. Donc, on vise à avoir des grandes familles de 5, 6 enfants. Évidemment, condamnation absolue de l'avortement. L'avortement est interdit de toute façon sous le régime républicain, mais l'avortement est considéré véritablement comme le crime des crimes. Qui vous conduisait pratiquement immédiatement sur l'échafaud, y compris donc pour les sages-femmes qui osaient pratiquer ce genre de meurtre entre guillemets. Comme vous le savez certainement, il faut attendre le septennat Giscard d'Estaing et la loi de Simone Veil, donc après 1974, pour que l'avortement soit autorisé en France, sous certaines conditions. En Belgique, vous savez qu'il a fallu attendre 1990, donc il y a seulement un quart de siècle que l'avortement est autorisé en Belgique. C'est très récent, hein. C'est très récent. Vous savez aussi qu'en Belgique, en 1990, le roi Baudouin, le chef de l'État à l'époque, a refusé de signer et donc même de promulguer la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, et ça a provoqué évidemment un émoi très important dans la classe politique, mais aussi dans la population. Moi, je me souviens quand j'étais réveillé à 7 h du matin par mon radio-réveil et que j'entends cela, le roi a refusé de signer une loi votée par le Parlement quand même. Hein. Alors que l'on soit pour ou contre l'avortement, pour moi le simple fait que le chef de l'État mette en avant son opinion personnelle alors qu'il n'est pas là pour défendre une position personnelle, il est là comme notaire avalisant la régularité d'une procédure parlementaire, ce qui est tout à fait différent. Il a refusé de signer, alors on a trouvé une entourloupe à la Belge, où pendant 48 heures, le roi a été mis dans l'impossibilité de régner, ce qui correspondait à aucune réalité, qui était une pure fiction juridique, puisque le roi, la Constitution prévoit les impossibilités de régner. Hein. C'est quand le roi est fait prisonnier, en guerre, quand le roi est gravement malade, donc il y a des circonstances bien précises pour ça. Or là, le roi ne rentrait pas du tout dans ces cas de figure, et donc après 48 heures, il y a eu une signature commune de l'ensemble du gouvernement de cette époque-là, et le roi a pu, entre guillemets, remonter sur le trône, c'est-à-dire reprendre ses fonctions après 48 heures. C'est quand même assez particulier dans un système parlementaire avec une monarchie constitutionnelle. On n'est quand même pas dans un système de monarchie absolue. Enfin bref. Donc, avortement tout à fait interdit donc à l'époque de Vichy et en France jusqu'en 1974. Maintenant, on va passer au troisième terme qui apparaît dans la devise de Vichy, après travail et après famille, c'est le terme patrie. Alors, quel meilleur lieu et quelle population la mieux concernée par
la formation au sentiment patriotique que la jeunesse, puisque c'est le moment où tout se joue, c'est le moment où on est éduqué. C'est ainsi que, dans les écoles, le culte du maréchal Pétain, du maréchal tout court, comme on disait à l'époque, va prendre une importance déterminante. Les enfants devaient tous connaître en particulier une fameuse chanson qui n'était plus un hymne d'ailleurs à la patrie, comme c'est le cas pour la Marseillaise, mais devait apprendre un chant qui était voué donc au culte de la personnalité, comme dans les dictatures diverses et multiples dans l'entre-deux-guerres, que ce soit les dictatures fascistes, nazies ou staliniennes, donc en URSS. Et cette chanson, c'était Maréchal, nous voilà. Vous avez peut-être vu ça dans des films. Il y a eu récemment toute une série télévisée qui était d'ailleurs bien faite, qui s'appelait encore comment? Parce que j'ai regardé tous les épisodes. Ça vous rappelle, oui, c'est cette série-là, comment ça s'appelait encore? Aux télévisions françaises, ça avait à peu près 2 ans, mais on l'a passé sur les chaînes belges aussi. Un village français. Un village français, voilà, je cherchais. Donc un village français, ça nous a tenus en haleine longtemps, où on vous montre bien les ambiguïtés d'un certain nombre de personnages, comme en particulier le maire de Villeneuve, sauf erreur de ma part, qui est au fond un brave type, c'est un médecin, mais qui sert de pouvoir de transmission par rapport au régime de Vichy. Et alors on voit un certain nombre de personnages typés qui représentent en fait ce qu'a pu être l'ambiance de la France pendant la guerre dans cette petite ville, donc qui ne se trouve pas très loin d'ailleurs de je crois qu'elle se situe en Franche-Comté, pas très loin de la Suisse. À côté de l'école, mais à l'école, il existe un régime conservateur, le régime de Vichy, mais il y a eu une réforme des programmes, bien sûr, mais cette réforme des programmes n'a pas été jusqu'à l'enseignement obligatoire de la religion dans les écoles, parce qu'au sein même du gouvernement de Vichy, il y avait des positions divergentes. Il y avait des laïcs et il y avait aussi, côte à côte avec ceux-ci, des catholiques. Et donc, il n'y a pas eu de décision tranchée. La laïcité est restée quand même dans le système éducatif français. Ceci dit, il faut dire que le clergé, le haut clergé en particulier, en grand nombre, soutenait le régime de Vichy. Attention, il y avait des prêtres qui soutenaient les résistants, bien entendu, mais enfin, il y a eu aussi ce que l'on appelle les vichots résistants, des gens qui, comme François Mitterrand, ont estimé qu'il n'y avait pas de contradiction absolue entre le fait d'être vichiste, bien qu'il ait changé, viré sa cutie à un moment donné pendant la guerre, bien entendu, mais enfin vous savez que c'est un homme opportuniste, François Mitterrand, il a même reçu la Francis, comme vous le savez sans doute, et qui était donc la décoration du régime de Vichy. Mais donc il y avait effectivement un certain nombre de vichistes, des gens qui adhéraient au régime mais qui étaient contre l'occupation allemande très clairement, et qui refusaient absolument la collaboration et résistaient contre l'occupation nazie, justement en France. Enfin, il y avait des gens qui avaient des positions ambiguës. Ceci dit, a posteriori, ça nous paraît parfois difficilement intelligible, compréhensible, mais nous n'étions pas là à cette époque-là. Il y a eu des gens dont le cœur balançait comme ça. N'oubliez pas que dans une population comme ça, et c'était le cas souvent quand il y a des régimes dictatoriaux, il y a peut-être 2% de maximum, 1,5%, 2% de résistants qui font de la résistance active. Je ne parle pas
C'était des gens courageux aussi qui, de temps en temps, donnaient un coup de main ou allaient apporter de la nourriture aux résistants. C'est pas ça. Je parle des gens qui faisaient de la résistance active. Il y a 1,5 ou 2% de collaborateurs actifs du régime dictatorial, c'est le cas de la milice, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis alors, vous avez 95% de la population qui sont des moutons. Il ne faut pas condamner trop vite les moutons, ce que j'appelle un peu facilement les moutons, mais ce sont des gens qui ne rentrent pas dans la résistance parce que, et puis d'autres qui franchement disent on attend de voir, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se mouiller du tout. C'est le cas d'une grande partie de la population qui disent on ne veut pas se mêler de politique. Mais il y en a qui, des gens qui ont des familles, des pères de famille, qui disent voilà, si moi je fais de la résistance, il y a un train qui saute, où il y a un officier, un soldat allemand qui est tué, on prend des otages, évidemment on va prendre des otages dans ma famille. Quand vous avez une femme et des enfants, ça vous fait réfléchir. C'est bien pour ça qu'on utilisait ce type de procédé-là, de prise d'otages, où il y avait de la répression immédiatement contre vos amis et contre votre famille, parce qu'on savait que ça pouvait être très efficace dans ce cas-là. Donc, j'étais en train de vous parler de quoi maintenant? J'étais en train de vous parler toujours, oui, de la propagande en faveur de Vichy. Oui, j'étais en train de vous parler de l'école, mais à côté de l'école, il y a aussi des mouvements de jeunesse qui sont promus, en particulier les chantiers de la jeunesse française. Alors, ces chantiers de la jeunesse française sont obligatoires à partir du moment où Vichy s'installe, en 1940, pour une durée de 6 mois. Pensez bien qu'il n'était plus question de reconstituer une armée française qui aurait pu menacer, bien entendu, l'occupant. Cette armée française a été dissoute, il y a eu 1,5 million, je crois, ou 2 millions de soldats français qui sont partis dans des camps de prisonniers en Allemagne. Le reste de l'armée était dissous. La police, là, l'occupant en avait besoin, le régime de Vichy en avait besoin, bien sûr. Et donc, les chantiers de la jeunesse avaient pour objectif de régénérer la jeunesse française, qui avait été contaminée, disaient les dirigeants de Vichy, par cet esprit laïcard, par cet esprit socialiste, communiste, qui avait véritablement pourri cette jeunesse. Il fallait la régénérer sur des chantiers où les jeunes devaient travailler à la reconstruction, pas seulement en physique, mais morale aussi du pays. Parce qu'une grande partie des bombardements n'a pas eu lieu seulement pendant la guerre, mais il ne faut pas oublier que en 1942, 43, 44, enfin pendant toute la guerre, il y a eu des bombardements intenses, et en particulier le long des côtes atlantiques, où les Allemands s'attendaient à voir, où les troupes allemandes importantes étaient stationnées pour évidemment empêcher un débarquement. Donc il y a des régions de la France qui n'ont pas été touchées du tout par les bombardements, mais enfin il y en a d'autres. Je peux vous dire que dans la région de la Normandie, de la Bretagne, là ils ont été véritablement très bombardés, surtout à la fin de la guerre. C'était donc des habitations françaises, mais le général de Gaulle savait très bien qu'il fallait passer par là. C'était un sacrifice très douloureux, mais évidemment la propagande de Vichy s'en est servie pour dire, vous voyez les terroristes, ces salauds d'Anglais et d'Américains qui bombardent nos populations, les résistants c'était les terroristes, comme je viens de vous dire. Donc c'est à cette époque-là que le terme, sauf erreur de ma part, de terroriste a été inventé. Si vous voyez les actualités de Vichy d'époque, on parle tout le temps des terroristes. Les terroristes, ce sont les résistants. Donc vous voyez que ce terme terroriste a une connotation idéologique. Il faut savoir qui émet ce terme pour effectivement savoir le sens qu'il faut lui donner. Alors, ces chantiers du travail sont devenus progressivement des lieux où toute la jeunesse, en tout cas tous ceux qui avaient 20 ans, ont été enrôlés non plus pour 6 mois, mais pour 8 mois.
il y a indiqué au tableau, hein, donc, enfin, bon, c'est pas indiqué au tableau, oui, service national de 8 mois, vous voyez, en avril, non, c'est pas en avril, c'est pendant l'année 1941, je n'ai pas la date précise en tête. Et puis, ça va évoluer vers quelque chose qui n'est pas drôle du tout. Hein? À un moment donné, donc, en 1943, on a compté qu'en gros, il y avait 400 000 Français qui appartenaient donc au chantier de la jeunesse. 400 000 Français. Des jeunes, donc, hein, 20 ans. Mais c'est parmi ces jeunes qui travaillaient donc dans ces chantiers de la jeunesse française que quelques milliers de jeunes ont été embarqués dans le cadre du STO, c'est-à-dire du service du travail obligatoire. Le STO, analysé par Laval, qui était le président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre de Pétain à ce moment-là, eh bien, ce STO était destiné à remplacer les ouvriers de plus en plus nombreux qui travaillaient dans les usines allemandes. Non, on veut dire, oui, les ouvriers des usines allemandes qui devaient partir sur le front russe depuis juin 1941. Vous savez que les années 1942 et 1943 sont tout à fait cruciales à ce moment-là, surtout le début de l'année 1943, lorsque Stalingrad, finalement, qui avait été presque complètement prise par les Allemands, la Stalingrad allemande, et les 400 000 soldats allemands qui s'y trouvaient doivent se rendre donc à l'armée soviétique. Donc pendant toute la guerre, les Allemands ont fait travailler un grand nombre de travailleurs issus des pays occupés pour faire fonctionner les usines allemandes. Puisque tous les Allemands valides entre 18 et 45 ans, et puis on va élargir d'ailleurs cette fourchette d'âge vers le bas et vers le haut, à la fin de la guerre, il y aura même des enfants de 12-14 ans qui seront enrôlés dans les Volkssturm pour défendre le territoire allemand, et vous allez avoir également des vieillards qui vont devoir se battre, des gens qui ont plus de 60 ans. Donc, enfin, toute personne pouvant tenir un fusil, même si on ne sait pas bien le tenir, et si on ne sait pas bien s'en servir, eh bien, devait participer à l'effort pour défendre la patrie, Vaterland. Voilà. Alors, je crois vous avoir dit l'essentiel de ce que j'avais en tête. Donc, je voudrais que vous reteniez bien, en conclusion, que ce régime de Vichy n'a pu s'établir que parce qu'une partie non négligeable de la population française était prête à l'accepter comme étant un remède à la soi-disant décadence du régime parlementaire de la Troisième République, qui avait conduit aux yeux des conservateurs à la défaite de la France en mai-juin 1940. Ça, c'est la première chose. Vous avez noté également quelles sont les caractéristiques de ce régime. C'est un régime, et je le répète au moins pour la troisième fois, si pas plus, un régime autoritaire, paternaliste, répressif, qui a comme assise sociale la vieille France traditionnelle des campagnes, qui a très mal vécu la révolution industrielle. Donc il s'agit bien d'un régime
réactionnaire qui réagit par rapport à la révolution industrielle. De la même manière, peut-on dire que le fascisme en Italie ou le nazisme en Allemagne, surtout le nazisme en Allemagne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on sait la place que l'industrie a jouée dans le fonctionnement du régime nazi, sont bien des régimes réactionnaires dans la mesure où l'assise sociale, je ne dis pas l'assise économique, est bien celle de gens, de paysans au départ, qui ont très mal vécu cette révolution industrielle. Et dans le cas plus précisément de l'Allemagne, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu la crise de 1929 qui a, comme une traînée de poudre, concerné le monde entier à partir du début des années 30. Hitler est élu en 1933, à une époque où le chômage, il existe un chômage de masse en Allemagne, et effectivement, une des grandes réussites du chômage, il faut savoir ce que l'on entend par réussite, est-ce vraiment une réussite, a été la remise au travail de plusieurs millions de chômeurs. Donc ça c'est vrai, mais n'oublions pas que c'était du travail forcé, et n'oublions pas qu'ils ont dû travailler dans ce qui a fait repartir l'économie allemande, c'est la mise en route d'une industrie de guerre, dans le cadre de la métallurgie, de la sidérurgie. Donc vous voyez, et ça conduit à la guerre. Alors je crois que vraiment les Allemands ont perdu au change, ça c'est sûr. Quand on voit les destructions en Allemagne, le nombre de morts en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, là ils ont vraiment perdu au change. Mais il faut toujours une assise sociale. Donc c'est de nouveau, que ce soit dans tous les régimes fascistes ou autoritaires dont je vous parle, se sont établis parce qu'il y a eu ce choc de la révolution industrielle qui a conduit à des crises tous les 25 ans, pour prendre le 19e et début du 20e siècle jusqu'à la guerre, qui conduisait à des crises répétitives, récurrentes, et qui a fait que des générations qui n'ont pas pu rentrer sur le marché du travail, des populations rurales qui, allant vers les villes, ne trouvant pas d'emploi, et parce qu'il y a eu une perte progressive des revenus des paysans, en particulier depuis la Première Guerre mondiale, qui a fait que la France a basculé d'un monde industriel. N'oubliez pas que jusque la Première Guerre mondiale, la population française est pour moitié constituée de paysans. Après la Première Guerre mondiale, on va basculer progressivement dans un monde de type industriel, au point qu'à l'heure actuelle, les paysans ne représentent vraiment plus grand-chose dans nos sociétés occidentales. On est bien d'accord. Il faut aller dans l'Europe centrale, en Pologne, où il y a encore 25% de paysans, entre autres. Mais disons comme la Belgique, comme la France. La France est un pays où la paysannerie garde quand même encore une certaine importance, mais en Belgique, ça représente quoi? 1%, 1,5%, je crois. Et puis à chaque génération, il y a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas poursuivre le métier du père. Il faut des fonds très importants pour industrialiser les campagnes, ça coûte très cher, c'est plus vraiment rentable, et donc on tombe dans l'agro-business, et aussi dans les importations massives qui viennent de régions où l'on peut produire à bas coût les céréales dont nous avons besoin. Voilà, donc là je crois vous avoir dit l'essentiel. Retenez aussi que pour l'héritage, Vichy a quand même laissé des traces. Je vous ai évoqué tout à l'heure le cas de la centralisation de la police sous la 4e République après la guerre. Centralisation qui va être maintenue à l'époque du général de Gaulle sous la 5e République, bien entendu. Alors enfin, et la boucle va être bouclée, et je terminerai par ça, la survivance de cette idéologie populiste, autoritariste, sécuritaire, xénophobe, raciste, à l'heure actuelle, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du succès du Front National en France, au point que
c'était quoi? C'était en 2002. Lorsqu'en mai 2002, donc, Jean-Marie Le Pen a dépassé le candidat socialiste qui était Lionel Jospin et s'est retrouvé donc au deuxième tour de l'élection présidentielle en face de Jacques Chirac, qui a pu bénéficier d'une sorte d'élan républicain rassemblant tous les démocrates. Et finalement, c'était du 80% contre 20%, mais enfin c'est quand même énorme. Que les socialistes aient été battus par le Front National. Et attendez-vous à une raclée un petit peu du même genre dans les mois qui viennent, c'est-à-dire au mois de mai 2017. Il va se passer encore, je ne sais pas comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que c'est la droite qui va l'emporter. Qui de la droite, puisque les primaires de la droite et du centre n'ont pas encore eu lieu. Voilà, je vous montre très peu d'ouvrages aujourd'hui. Vous allez trouver très facilement des ouvrages sur cette période. Vous savez, quand vous allez dans une librairie chez un bouquiniste, vous trouvez des rayons entiers sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, je n'ai pas de conseils vraiment à vous donner. Retenez quand même, parce que ça a été un initiateur en la matière, des ouvrages de Robert Paxton, P-A-X-T-O-N, qui est un historien américain qui a le premier, j'allais dire, ou un des tout premiers, révélé ce que les Français ne voulaient pas voir à l'époque, que la France avait vraiment collaboré à l'époque du régime de Vichy, et que les Français n'avaient pas été que des victimes dans l'affaire. L'opinion française était divisée, qu'en France, il n'y avait pas eu que des résistants. Il y avait eu aussi des collaborateurs sur le plan idéologique et politique, mais ça a été longtemps un tabou. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, dans les années 60, on ne parlait pas de tout ça. Évidemment, j'étais enfant, donc ce n'était pas vraiment des sujets qui me passionnaient. Mais je peux vous dire que mon père, parce que je suis belge, ici à Bruxelles, enfin, ici on est à Nivelles, mais enfin, donc, à 30 km d'ici à Bruxelles, je peux vous dire qu'on parlait des actes de bravoure, comme si tous les Belges avaient été tous les Français avaient été des résistants ou à peu près, et on parlait des Boches, et on parlait de la libération. Et puis j'ai appris que dans ma famille, il y avait des rexistes, en tout cas un rexiste qui avait collaboré avec les Allemands et qui était en prison pendant 4 ans après la guerre. Il avait perdu tous ses droits politiques et civiques. Donc vous voyez, mais ça c'est des choses qu'on cachait dans les familles. Voilà. Alors, donc, je vous montre un ouvrage, pour vous comme enseignant, ça va être très très utile, paru le 15 janvier 2015, c'est le numéro 1088, dans la collection Textes et documents pour la classe, le régime de Vichy. Vous savez que ça paraît tous les 15 jours, on a la collection complète à la bibliothèque de l'école, et donc je vous recommande vivement ce numéro-là, parce que c'est destiné à des professeurs d'enseignement secondaire. Alors Marc Ferraud, que vous connaissez peut-être parce que pendant de nombreuses années, il a présenté une émission sur Arte, c'était le samedi soir, sur les années de guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Alors Marc Ferraud est l'auteur d'une biographie, mais ce n'est pas une biographie, je dirais, c'est plutôt l'histoire d'une période qui est intitulée Pétain. Je vous ai beaucoup parlé de Pétain, mais vous avez ici donc une photo le représentant donc quand il était chef de l'État français. Il est évident qu'il était jugé après la guerre et qu'il a terminé ses jours, je crois qu'il est à l'Île-Dieu, si mes souvenirs sont bons, ou l'île de Ré, non, je crois que c'est l'Île-Dieu. Il a donc été enfermé et il est mort, il avait plus de 90 ans. Donc, dans une prison, dans une forteresse. Voilà, le maréchal Pétain. Pendant la guerre, il avait plus de 80 ans. Donc, le chef de l'État français avait plus de 80 ans. Alors, on l'a dit gâteux, mais il n'était pas gâteux du tout, parce qu'il y a un certain nombre de documents qui prouvent que très clairement,
ses neurones fonctionnaient toujours et il savait très bien ce qu'il faisait, parce qu'on a souvent dit qu'il était manipulé. Voilà, c'était une manière de dédouaner aussi les Français qui le soutenaient. Hein. Alors, la revue L'Histoire, dans la collection Point, a publié un petit livre qui reprend des articles publiés dans cette revue que vous connaissez bien sûr très très bien, la revue L'Histoire, Les années 30 de la crise à la guerre, introduction de Michel Vinocq. Alors vous allez voir sur cette couverture Hitler défilant à côté de Mussolini, ça se passe en Allemagne, voilà, et c'était donc les deux grands chefs fascistes pendant la guerre. Alors, restent deux ouvrages, l'ouvrage de Robert Brasillac. Robert Brasillac, qui était en fait, avec Drieux-La Rochelle, dont je vais vous parler dans un instant, un des deux grands idéologues fascistes, pro-nazis, soutenant Vichy, qui étaient deux intellectuels de grande qualité sur le plan, non pas de leurs idées sont discutables, je suis évidemment à l'autre bout de l'échiquier politique de ces gens-là, ça va de soi, mais ils écrivaient très bien. L'un a été fusillé, l'autre s'est suicidé après la guerre, hein, ou à l'extrême fin de la guerre. Donc Brasillac a écrit Notre avant-guerre, ça a paru en livre de poche. C'est un témoignage très intéressant d'un personnage qui a joué, je vous dis, un rôle important pour la guerre en tant qu'écrivain, en tant qu'idéologue, pro-vichiste, pro-nazi, hein, antisémite, tout ce que vous voulez, hein, et qui décrit cette période qui va de 1925 à 1929. Donc c'est très intéressant de voir l'évolution, je dirais, d'une certaine jeunesse dans les 15 ans qui précèdent la guerre. Moi, je me souviens, quand j'étais prof en secondaire, donc il y a plus de 20 ans, je le faisais lire à mes élèves, pas du tout pour faire la propagande de Vichy ou quoi que ce soit, mais je trouvais que c'était intéressant de le faire lire, c'était une lecture obligatoire, mais parallèlement à d'autres lectures qui allaient dans un sens tout à fait différent, mais contemporaines. Alors, vous avez évidemment aussi Drieux-La Rochelle qui publie un beau roman qui s'appelle Gilles en 1939, donc à la veille de la guerre. Ce sont des choses que je vous conseille de lire. Hein. Gilles, c'est plus gros, hein. Il y a quand même près de 700 pages. Hein. Mais enfin bon, alors oui, il est très abîmé parce que j'ai une inondation dans ma cave, ce qui veut dire que la couverture a été en partie arrachée, et c'est ce qui explique également, heureusement je l'avais lu avant, hein, que quand vous le voyez ici, on voit qu'il a été très abîmé. Alors, c'est pas parce que ce sont des auteurs qui sentent mauvais, si je puis dire, qu'il ne faut pas les lire. Vous pouvez avoir de très grands écrivains, et puis ne fût-ce que pour parce qu'ils écrivent très bien, en particulier Brasillac, hein, parce que vous pouvez avoir des auteurs qu'il s'agit de lire pour une question de témoignage. Voilà. Vous vous souvenez que c'était la semaine passée, je vous ai lu des extraits de Mein Kampf d'Hitler. Alors il y a des gens qui, par principe, ne liraient jamais Mein Kampf, des gens qui ne liraient même jamais des romans de Drieux-La Rochelle ou de Robert Brasillac, en disant non, par principe, je ne veux pas les lire, je ne veux pas les avoir en main. Mais je crois qu'un des meilleurs moyens de combattre un ennemi, c'est de connaître sa pensée. Il n'y a rien de pire que l'ignorance. C'est l'ignorance qui conduit au fanatisme, vous savez. Alors évidemment, ce sont des auteurs qui ne sont pas sympathiques. Moi, j'aime bien Céline, qui est un antisémite notoire, qui a un style très particulier. Vous pensez bien qu'on a envie de vomir quand on lit ces injures antisémites. Mais enfin, il faut bien reconnaître qu'il a quand même apporté quelque chose à la littérature française. On aime ou on n'aime pas son style. On aime ou on n'aime pas Voyage au bout de la nuit, mais bon, on aime ou on n'aime pas. Mais enfin, on ne peut pas comme ça d'un revers de main dire c'est un nazi, c'est un fasciste, c'est un nazi dont je ne veux même pas
l'avoir en main. Il n'y a rien de plus idiot que les athées qui refusent de lire la Bible. Franchement. Hein? Évidemment, moi, je prends plus de plaisir à lire Bakounine ou Daniel Guérin, vu mes idées politiques. Mais enfin, la Bible m'a accompagné toute ma vie, bien que je ne sois pas croyant. Et en tant que libre penseur, d'autant plus qu'il y a des textes superbes, comme le Cantique des Cantiques, par exemple, dans la Bible. Il y a de très belles choses. Et puis, il ne faut pas oublier que pendant notre civilisation est construite à partir de ce livre. C'était le livre avec un grand L. C'est pas par hasard qu'on dit les civilisations du livre avec un grand L. Hein? Vous savez que la Bible est toujours le livre le plus acheté, le plus lu dans le monde encore aujourd'hui. De la même manière, tous ces gens qui critiquent l'islam et tout, alors qu'on aime ou non on n'aime pas, et c'est pas très malin de dire qu'on aime ou on n'aime pas l'islam, hein, enfin bon, je prends pour les djihadistes, ça c'est autre chose, hein. Mais l'islam quand même, des gens qui ne... Si vous n'avez pas lu le Coran, il faut lire le Coran, je ne dis pas qu'il faut lire tout le Coran, je n'ai pas dit qu'il fallait lire toute la Bible, mais enfin, il y a plein de gens qui n'ont jamais eu le Coran entre leurs mains. Alors il existe plusieurs éditions du Coran, il y a évidemment des éditions qui sont distribuées par la Grande Mosquée de Bruxelles, au cinquantenaire, et qui effectivement, ce sont des ouvrages assez orientés. Vous savez qu'on les distribue gratuitement. Moi j'en ai vu d'exemplaires gratuits en allant à la Grande Mosquée. Mais enfin, il y a des éditions critiques, je ne sais pas, Kamansky, enfin, il y a des éditions que vous pouvez lire et qui sont excellentes, avec des commentaires critiques. Lisez plutôt la fin du Coran, ce sont des sourates d'ailleurs plus courtes, hein, ce sont en fait les sourates originaires, hein, donc, voilà, les plus anciennes. Mais il faut lire le Coran. Est-ce que ça a du sens? On parle tellement de l'islam, et ce livre-là, il ne coûte pas cher, hein, vous l'achetez en Garnier Flammarion, allez, ça coûte, je ne sais pas moi, 8 €, quelque chose comme ça. Avouez qu'il n'y a rien de pire que les gens qui se mettent des œillères. Hein, voilà. Et vous avez compris que mon cours, pendant les 3 ans que vous aurez suivi avec moi jusqu'à présent, hein, a été un hymne, hein, à la lecture. Ce n'est pas pour rien que je vous montre tous ces livres à la fin de mon cours. C'est vous inciter à lire. La lecture, c'est quand même quelque chose de formidable. Ça permet de s'instruire, de connaître l'autre. C'est très bien, hein, la formule de Socrate, là. Connais-toi toi-même, mais connais aussi les autres. Cherche à les connaître, à les comprendre. Ce qui ne veut pas dire les aimer obligatoirement. Bien entendu qu'on n'est pas bien d'accord avec tout le monde. Et il y a des idées qui sont vraiment des sales idées, répréhensibles. Mais enfin, lisez Hitler. Si vous êtes anticommuniste, ça a du sens de ne pas lire Lénine. Il faut lire que faire de Lénine, 1905. Il faut lire l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Ce sont des ouvrages qui, pour de futurs professeurs d'histoire, font partie du bagage culturel élémentaire. J'ai dit.